Bonjour à tous et un grand merci pour votre présence. Cette année est inédite puisque nous inaugurons la 37e édition de Vue d'Afrique en virtuel. Nous sommes ravis de pouvoir vous présenter les œuvres d'artistes tous plus talentueux les uns que les autres. Vous découvrirez dans quelques instants les capsules vidéo réalisées par divers artistes montréalais venus de tous les horizons. Chacune de ces capsules raconte une histoire, témoigne d'une démarche artistique singulière, en ces temps où l'art, à défaut d'être non essentiel, devient finalement primordial. La création artistique reflète le regard qu'ont nos artistes sur notre société. Elle laisse des traces pour nous et nos générations futures. Elle permet de garder en mémoire les instants de nos vies, de les transformer et de les partager. Bien que 2020 ait été une année en pause, cela n'a pas empêché l'avènement de nouvelles pratiques de diffusion artistique et le café numérique en est la preuve. Nous sommes très heureux de lancer, en collaboration avec le Printemps numérique, la 37e édition de Vue d'Afrique. Bon festival à tous. Je m'appelle Maud Salomé Kila, je suis journaliste, reporter d'images et réalisatrice. Je suis congolaise, je vis à Kinshasa et depuis 2016, je travaille comme chargée de communication pour le Dr Mukwege. À partir de son combat principal qui était de réparer physiquement mais aussi psychologiquement les femmes victimes de violences sexuelles, il a décidé d'étendre ses actions en offrant aussi une aide juridique et aussi à la réinsertion socio-économique. Ma mission au quotidien, c'est de créer du matériel qui sera principalement audiovisuel avec la fondation Panzi. C'est vraiment ciblé sur des actions qui sont en République démocratique du Congo et avec la fondation Mukwege, c'est à l'international de manière générale pour lutter contre le viol utilisé comme arme de guerre, notamment à travers le réseau mondial des survivantes SEMA. C'est des survivantes, des activistes qui luttent pour obtenir justice et réparation. Et j'ai aussi fait un livre audio pour enfants qui s'appelle Kesho, 13 histoires et comptines d'Afrique. En 2012, j'ai rencontré le Dr Mukwege. Me dire que dans mon pays, un pays pour lequel j'ai un amour viscéral, il y avait une personne qui faisait un travail aussi profond et aussi complexe parce que dénoncer ce qui se passe à l'est de la RDC, dans la région des Grands Lacs, quand vous réclamez la justice et la paix, alors que c'est une zone qui est délibérément plongée en fait dans le chaos et la guerre, pour des intérêts qui sont purement économiques et géostratégiques, en fait, vous décidez de sacrifier votre vie. Et c'est ce qu'il fait. Voir ça, en fait, de façon frontale, alors que j'entendais parler de ce qui se passait depuis Kinshasa, ça m'a vraiment mis une claque et je savais que je devais participer à ce combat d'une façon ou d'une autre pour mon pays. Parce qu'en fait, les raisons de ce combat englobent tous les maux qui sont créés aujourd'hui par le libéralisme sauvage et sans conscience, dont les Africains sont d'ailleurs les premières victimes aujourd'hui. Quand on utilise le viol comme arme de guerre, c'est pour le pillage des minerais. Quand on massacre les populations, c'est pour le pillage des minerais. Et donc, c'est pour que les multinationales fassent des bénéfices. C'est une question d'argent, de pouvoir, mais surtout d'appât du gain. Avant de consacrer mon temps en fait, aux actions du Dr Mukwege, j'ai dirigé une chaîne de télévision privée en Haïti, pour laquelle j'étais aussi d'ailleurs rédactrice en chef. Et j'ai présenté plusieurs émissions culturelles et de divertissement sur des chaînes internationales. Je présentais aussi le journal télévisé sur plusieurs chaînes à Kinshasa. Et j'ai aussi réalisé des documentaires historiques, dont Congo de Martinique, dans lequel je pars à la recherche des descendants des Congolais qui ont été déportés pendant la traite transatlantique. Que la justice soit faite. Le peuple congolais est humilié, maltraité, massacré depuis plus de 2 décennies au vu et au su de la communauté internationale. Ces groupes rebelles qui ont fait du viol avec extrême violence une tradition chez nous, monsieur, depuis plus de 20 ans. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de savoir d'où ils viennent et qui les finance ?
s'est inventée cantatrice. Dans le chant lyrique, on n'accepte pas la faille. Alors les sandales blanches, c'est l'histoire d'une cantatrice qui s'appelle Malika Bellaribi, qui est originaire des bidonvilles de Nanterre, qui va arriver au sommet en passant par énormément d'obstacles de la vie, notamment un accident qui lui a causé un handicap très lourd. Et si tu pleurniches tout le temps, tu remarcheras jamais, d'accord? J'en ai marre que tout le monde me dit ça, je vais remarcher. Puis tous les obstacles quand on vient à la fois de banlieue ou quand on est enfant d'immigrés et qu'on veut tout d'un coup rentrer un peu dans un milieu très élitiste comme celui de la musique classique. Il y a peu d'élus, Malika. Très peu. Surtout dans votre milieu. Mon milieu? Vous pensez que je n'ai aucune chance parce que je suis arabe, c'est ça? C'est le combat d'une femme qui, dans tous les sens du terme, a décidé d'être debout. J'ai été bouleversée par l'histoire de Malika Bellaribi. J'ai eu la chance de pouvoir la rencontrer avant le tournage. Et puis j'ai eu la chance d'être coachée aussi par elle. Moi je m'amuse, puisque moi je chante tout le film en playback. À chaque fois que je chante, c'est la voix de Malika Bellaribi. L'envie d'aller sur ce terrain-là, c'est pas possible. C'est une autre technique, on appelle ça la grande technique. Et c'est pas du tout la même discipline que le chant, comme moi je le pratique, où on accepte et même on met en valeur des failles dans la voix, des souffles, des grains qui sont vraiment libres. On se tient bien droit, les épaules en arrière, fier. Et on n'oublie pas qu'avant la voix, c'est avec les seins, le ventre et le cul que l'on chante. Hein. C'est un métier comédienne, un métier que moi je ne pratique pas. Et il y a quelque chose que je ne voulais absolument pas faire, c'est arriver en touriste, faire perdre leur temps aux gens, moi m'afficher en faisant un truc où je suis pas bonne. Et j'ai travaillé, autant la partie acting que la partie chantée, parce qu'il y avait 15 chansons de musique classique que je ne connais absolument pas, à part Carmen. J'espère que tout le monde sera fier d'avoir fait ce choix et d'avoir pris une non-actrice finalement. Merci de m'avoir fait confiance, c'est le seul mot que je pourrais dire à tout le monde. Et on continue. Et on verra. Bonjour, je m'appelle Alunbi. Je suis artiste visuel franco-sénégalais et pour la 37e édition du festival Vue d'Afrique, je suis fier de vous dire que je suis l'invité d'honneur de ce beau festival, que je vous invite d'ailleurs à voir sur les plateformes digitales, en ligne. Et je vous invite aussi à découvrir mon travail qui est actuellement exposé au musée d'art moderne de Caroline du Nord ainsi qu'au musée du Quai Branly à Paris. Ce qui me lie avec ce festival, c'est le rapport à l'humain, le rapport à la culture. Donc je vous invite à découvrir ce beau festival et je vous souhaite une belle aventure artistique à travers ce voyage. Merci. Vue d'Afrique vous invite à découvrir à travers le cinéma et les arts visuels les multiples richesses des cultures africaines, créoles et leur diaspora. De nombreuses activités culturelles et artistiques sont organisées tout au long de l'année. Des activités jeunesse avec Regards croisés, Senteur chrono, Des goûts et des couleurs, les ciné-spectacles au clair de lune et bien d'autres activités encore. Découvrez cette année de façon inédite notre studio TV Vue d'Afrique avec des émissions quotidiennes pour notre 37e édition. On vous donne rendez-vous du 9 au 18 avril pour notre 2e édition numérique. Vue d'Afrique vise une action 360 et touche tous les publics avec la mise en place de son projet Résilience pour nos aînés. Un projet soutenu par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour offrir aux personnes aînées vivant en résidence une activité artistique et culturelle. On organise pour la première fois cette année la mise en place de séances de projection d'œuvres cinématographiques dans les résidences de vie de nos aînés. Un projet exceptionnel, cette année le cinéma se déplace à travers les résidences de la ville de Montréal.
Merci à toutes et à tous d'être restés pour cette deuxième partie. On lance avec le printemps numérique la 37e édition de Vue d'Afrique, une année inédite pour le rallye qui présente pour la première fois des expositions virtuelles. Chaque année, Vue d'Afrique organise dans le cadre de son volet art visuel le Rallye Expo, une série d'expositions d'œuvres d'art à travers le Grand Montréal gratuite et ouverte à tous. Des artistes émergents d'ici et d'ailleurs, issus de diverses disciplines et de différentes générations, présentent leurs œuvres dans des lieux dédiés à l'art et à la culture. Un véritable mélange interculturel et générationnel. L'inauguration du Rallye Expo se fait en ligne cette année, mais vous pouvez retrouver toute notre programmation sur le site internet et découvrir l'ensemble des expositions de cette édition. Un événement de référence en matière de diffusion de contenu culturel autour des cultures afrodescendantes, maghrébines, créoles et leur diaspora. En 27 ans, le Rallye Expo a permis d'accompagner plus de 1500 artistes canadiens, majoritairement issus de la diversité. Plus de 80 000 amateurs d'art font le parcours chaque année à la découverte de nouvelles œuvres et de nouveaux artistes. Merci à tous, bon visionnement.
Aujourd'hui, en Afrique sahélienne, à cause du changement climatique et de la déforestation, il n'y a plus assez de bois pour les charpentes des maisons. Les toits traditionnels sont souvent remplacés par la tôle, qui est chère et inadaptée aux conditions climatiques. La technique voûte nubienne permet la construction de bâtiments sans coffrage, utilisant la terre comme principal matériau. Ces bâtiments sont ainsi adaptés aux besoins des populations en milieu rural et en ville. Je suis là dans la voûte, ça vaut 10 ans. Et la maison là, c'est une bonne maison. Si tu as construit cette maison, tu n'as plus besoin de bois, tu n'as plus besoin de tôle, ni rien. Quand il pleut, ce n'est pas comme le tôle. Quand il pleut, même si tu dors, si c'était trop tard, même si tu dors, tu vas sortir le matin, tu vois l'eau qui coule dans la cour. Tu ne sais même pas qu'il y avait la pluie même la nuit. Tout c'est en banco. Il n'y a pas de fer, il n'y a pas de tôle, il n'y a pas de ciment. Tout ça. C'est naturel. Oui. Auparavant, on avait les zincs et puis le vent est venu, il a tout enlevé en une journée. On est resté nus, on n'avait plus d'abri où habiter. Et avec la voûte, c'est plus économique, c'est plus garanti. S'il y avait un incendie ici, la tôle ne va pas brûler. Donc, vraiment, c'est bon. Si tu fais la comparaison entre le ciment, voûte nubienne est moins cher que le ciment. Si on pouvait tout faire, tout le village sera en voûte. En tout cas, tous les visiteurs qui viennent ici, tous ceux vraiment, qui viennent visiter, ils veulent construire. Ils veulent construire. Celui qui vient ici le jour, pendant la chaleur, il ne veut pas quitter la chambre. Il veut rester parce que c'est froid. Oui. On croit qu'on a des climatiseurs dans la chambre. C'est plus frais. Il n'y a pas lieu de comparer les bâtiments en voûte nubienne avec les bâtiments en tôle en matière de prix. La comparaison, c'est par rapport à la qualité. Mais moi, je vois qu'avec les constructions en voûte nubienne, on peut gagner quelque chose. On ne va plus couper les bois. Et ça, les paysans peuvent le faire. Les paysans savent déjà la terre. Tu vois, dans toute cette zone-là, il n'y a que des habitations en banco. Donc, on connaît déjà la terre. Là, je pense que nous, on doit vraiment aider à combattre le réchauffement climatique. Il y a beaucoup de moyens pour le faire, chacun dans son coin ou sa compréhension, chacun à sa manière. On doit contribuer. Nous, Africains, vraiment, on doit contribuer. Et pour moi, il y a vraiment, je propose à voûte nubienne, quoi, pour notre contribution africaine. AVN développe des solutions architecturales et techniques spécifiques, telles que des bâtiments à étages sans usage du béton, et des enduits de protection des murs et des toitures ne nécessitant pas d'entretien. Ces aménagements sont particulièrement adaptés au contexte urbain. On a fait R+1 et tout est fait en terre. On n'a aucune utilisation de béton ni de fer. Et la maison tient impeccable. Une maison de ce type est nettement moins chère qu'une maison traditionnelle, fer, béton, ciment et par plein. La terre, c'est une matière stable qui ne bouge pas. Là, c'est parti pour jusqu'à mes arrière-petits-enfants. On utilise des choses sur place, sans avoir besoin de beaucoup de transport ou d'utiliser beaucoup d'énergie pour faire venir tout ce dont on a besoin. Et pour moi, ça, c'est un avantage. Ce sont les conditions de vie et d'habitat qui contribuent le plus à la santé et au bien-être des populations. Je pense que la voûte nubienne est un moyen efficace, adapté pour non seulement améliorer l'accessibilité en matière de logement, mais surtout améliorer le cadre de vie en milieu rural et en milieu urbain. Chaque année, des centaines de personnes font construire leur maison en voûte nubienne, en milieu rural ou en ville, profitant d'une maison solide, confortable et économique.
Les artisans maçons voûte nubienne indépendants peuvent former les apprentis locaux à cette technique, permettant de créer de l'emploi local et de diminuer le coût du bâtiment pour le client. Contactez dès maintenant le bureau AVN le plus proche pour discuter de vos projets.